Yarana, Manahao et bienvenue dans votre émission Manava. Aujourd'hui, ça va être Girl Power puisque nous consacrons cette émission à la journée des droits de la femme en Polynésie française en mettant à l'honneur nos invités. Lana Tetouanoui, sénatrice de la Polynésie française. Heyura Itaitita, chef d'entreprise. Teveite Levra, avocate. Et Barbara Bonnard, pilote à ATN. On commence cette émission avec toi, Heyura. Tu es chef d'entreprise, tu as été présidente de la French Tech, tu as été animatrice télé. Qu'est-ce qui t'a mené à avoir autant de cordes à ton arc? Yorana arrive. Écoute, moi je dirais que j'ai grandi donc à Tahiti et je me suis toujours dit que rien ne pouvait vraiment m'arrêter parce que même si je viens d'une île, j'avais des envies voilà de voyage. J'ai toujours été très très curieuse. Je pense que le fait d'avoir grandi aussi entourée de beaucoup de femmes m'a permis voilà d'avoir des envies et de jamais avoir été arrêtée. Moi, j'ai beaucoup été supportée par ma maman qui m'a élevée seule et même si mon papa était là, mais j'ai grandi avec ma maman et je pense que je me suis toujours dit que je pouvais faire tout ce que je voulais. On m'a jamais dit que voilà, on m'a jamais dit toi tu vas faire ça et ce sera ça pour toi. On m'a toujours dit que j'avais le droit de rêver et je pense que j'ai eu la chance de faire toutes ces choses-là et d'être aujourd'hui encore dans un poste qui me va, quoi. Voilà. Pour toi, Lana, comment est-ce que tu es devenue sénatrice de la Polynésie française? Alors, avant de te répondre, je voudrais saluer l'ensemble des femmes qui nous regardent aujourd'hui. 8 mars, journée internationale de la femme. Alors, Yorana à toutes les femmes de la Polynésie. Petit clin d'œil aussi à nos hommes. Comment je suis devenue sénatrice? C'est un parcours quand même qui a commencé, en tous les cas pour moi, en 2001. 2001, je suis élu à l'Assemblée de Polynésie jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, 2006, 2008, 2010, je deviens ministre du gouvernement Floss, ensuite du gouvernement Gaston Tong-Song. 2014, je suis élu maire délégué de la commune associée de Tchourouit dans la commune de Toumara. Et en 2015, en mai 2015, je deviens sous l'impulsion, bien sûr, des grands électeurs, vous ne pas citer, c'est-à-dire les Tavana de la Polynésie française, qui constitue le corps des grands électeurs pour élire les sénateurs, je deviens la sénatrice de Polynésie française. Mais c'est une vie d'engagement, en fait. Ouais, vous l'avez dit, le mot d'engagement, de sacrifice aussi, hein, il faut le dire, surtout quand on est femme. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant d'être dans la politique, il y a aussi les travails quotidiens entre les enfants, faire le main et tout le reste. Les défis et les sacrifices, on y reviendra juste après. Avant ça, TVT, qu'est-ce qui t'a attiré dans le milieu de la justice en Polynésie française? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité à participer à cette émission. La justice en Polynésie française, c'est vrai que c'est pas la même qu'en métropole puisqu'on a un statut qui est différent de celui de la France. Donc on a un statut d'autonomie et donc les lois ne sont pas les mêmes. On n'applique pas forcément la même chose en métropole et en Polynésie française. Et c'est vrai que en tant qu'enfant de Taha, le fait de devenir avocate, je ne me voyais mal exercer dans la mesure, enfin, à exercer en France, je veux dire, dans la mesure où, voilà, j'ai grandi ici, toute ma famille est originaire de Taha et Maupiti. Donc, pour moi, c'était logique de revenir, voilà, à Tahiti pour pouvoir exercer ce métier, voilà, que je rêve de faire depuis l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, enfin, voilà, j'aime ce que je fais. Et puis, si je peux aider, voilà, bah, pareil, la population polynésienne avec pas mal de questions qui se posent, notamment en droit foncier, tout ça, je réponds avec plaisir. Pourquoi tu as eu cette envie à 10 ans de faire ce métier? Alors, à l'âge de 10 ans, bon, c'est vrai que c'était on va dire, des histoires d'adultes, donc je comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais je sais que mon grand-père avait eu des difficultés, on va dire, pour dire pas des problèmes, mais des difficultés avec la CPS. Et en fait, j'avais juste envie de le défendre, d'être une adulte et de pouvoir, voilà, protéger mon grand-père. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier et heureusement que j'ai eu le soutien, voilà, de mes parents, surtout de ma mère, qui, bah, grâce à elle, j'ai pu aboutir au bout de mes études parce que c'était pas évident. Voilà, il y a, bah, comme tout le monde, faut financer les études. Il y a beaucoup, voilà, beaucoup d'argent qui a été investi
pour pouvoir être avocat, faire ses études sur place, revenir de temps en temps voir la famille. Donc voilà, aujourd'hui, je suis contente. Enfin, je suis installée à Tahiti. Elle aussi, elle a réussi à faire de son rêve son métier. Il s'agit de Barbara. Ton papa est pilote. Est-ce que c'est important pour toi de suivre ses pas et d'atterrir dans le domaine de l'aéronautique? Alors oui, en effet, mon papa est pilote, était pilote parce qu'il est à la retraite maintenant. Donc c'est sûr que ça a été un guide pour moi quand j'étais petite. Je pense que ça m'a montré un petit peu l'attrait du travail et puis le voyage, tout ça. Donc ça m'a beaucoup motivée quand j'étais petite pour devenir pilote. Et bon, après, je copie pas mon papa, hein. J'ai quand même, j'ai quand même autre chose à faire. Mais oui, du coup, c'est devenu mon rêve et c'est devenu réalité. J'ai pu venir à bout des études, pareil, de partir, de s'éloigner de la famille. Et aujourd'hui, oui, je suis fière et contente de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir avoir comme travail ce que j'aime. Ça a été ce qui me passionne. difficile d'arriver jusque-là? Alors, difficile serait peut-être pas le mot. C'est-à-dire que, bon, il y a évidemment des difficultés, hein. C'est difficile de quitter sa famille quand on est jeune. J'ai fait une prépa, parce qu'aujourd'hui, on peut devenir pilote directement, en faisant directement les études de pilote, ce que je n'ai pas fait. J'ai fait une prépa, donc Matsup, Matspé, voilà, il s'appelle comme ça. Et à l'issue de ça, j'ai fait des études de pilote à proprement parler. Et oui, ça prend du temps. Les études sont pas particulièrement difficiles, ça coûte très très cher. Donc, ça met beaucoup de temps à rembourser. Là, je viens de finir de rembourser mes études 15 ans après. Ah oui, d'accord. Oui, Ok. oui, ça prend du temps. Et non, difficile, je dirais pas. Il faut être motivé. Je pense que c'était ma force, c'est que j'étais très motivée, que mon père était passé par là et donc il a pu m'aiguiller ou m'orienter également. Et ça s'est plutôt bien passé. Je suis contente d'être arrivée jusqu'ici. Et Yura, est-ce que toi aussi tu as eu des difficultés ou des défis en tout cas dans ta carrière? Moi, j'ai fait un parcours classique, hein. J'ai fait une licence, un master, je suis partie pour ça. Quand je suis revenue, ça fait quoi, 17-18 ans que je travaille aujourd'hui au Fénois. Je considère avoir toujours créé ma chance pour avoir toutes les opportunités que j'ai pu avoir dans ma carrière professionnelle. Et je me sens vraiment, en tout cas aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, à la tête voilà on est une dizaine aujourd'hui au sein de la SAS. C'est comme si j'étais arrivée au bon moment. Tu vois, toutes les expériences cumulées, moi j'ai plutôt une expérience médiatique et de journaliste. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir vraiment quasiment les cordes qu'il fallait, je trouve, pour moi, pour être chef d'entreprise et entreprendre, parce que c'est très compliqué en fait d'entreprendre au Fénois. C'est pas quelque chose forcément. J'avais pas, tu vois, quand j'étais enfant, j'avais pas de modèle parce que le modèle c'était très fonctionnaire quoi. Alors que je pense qu'au fond de moi, je voulais pas être fonctionnaire. D'ailleurs, je l'ai jamais été. J'ai toujours travaillé dans des entreprises privées et j'avais vraiment envie de me dire comment tous les matins. Une des choses qui me motive, c'est comment tu crées de la valeur pour ton pays. La valeur économique. Qu'est-ce qui fait que tu peux trouver des idées, être dans l'innovation. En plus, moi, je suis dans l'innovation deep tech aussi pour ton pays et pour créer de la valeur et avoir des salariés et créer ici et ailleurs d'ailleurs. Donc j'ai jamais vraiment eu. Il y a évidemment, on a toutes eu des parcours à un moment donné un peu compliqués, mais je pense que j'ai jamais pensé problème et toujours solution. Ça, c'est un truc j'ai grandi comme ça. Donc voilà. Et au final, tu as même fait de ta culture une force. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à justement dans ce chemin-là? En fait, quand j'ai commencé, moi j'ai une petite fille de 7 ans et c'est à ce moment-là, en fait, sur tout l'héritage, sur la partie langue maternelle, mais tout l'héritage que moi je pouvais, que j'ai eu de mes parents et de mes grands-parents, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on appelle, moi je suis dans le domaine de l'économie de la culture, souvent on divise un peu les deux, comme si en fait c'était un gros mot de parler d'économie quand on parle de culture, alors que pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça peut être une vraie ressource économique. Moi, je fais partie de cet aspect culturel et numérique, et je crois vraiment fortement aujourd'hui que sur cet aspect économie numérique et culturelle, on peut vraiment avoir à la fois un rôle à jouer ici, mais pas qu'ici, parce que moi, mon entreprise, elle est internationale, puisqu'on vend ailleurs. Et voilà, moi, ce qui m'a poussé, c'est que je fais du business et je sais qu'il y en a. Voilà. Lana, sur les 15 sénateurs qui ont existé, il y a seulement 2 sénatrices. Est-ce que c'est compliqué d'évoluer dans la politique en tant que femme? Je dirais que c'est un monde mesquin. Hein. Ah oui, d'accord. Les images ont toujours fait que c'était un monde qui appartenait aux hommes. D'ailleurs, l'histoire, elle est écrite. Hein.
Mais c'est à partir de 2001 où la loi sur la parité avait été adoptée en France. Et c'est en 2001 aussi que ici à l'Assemblée de Polynésie que la parité était devenue obligatoire au sein de l'Assemblée, ce qui n'est pas encore le cas dans nos assemblées en France. Donc il y a une inégalité des sexes dans la politique en Polynésie française? Ici en Polynésie française, non, puisque la loi sur la parité a été étendue aussi bien dans les communes aussi, quand il y a les élections municipales aujourd'hui, surtout pour les communes au-delà de 3500 habitants, la parité est devenue obligatoire sur les listes et la parité est devenue obligatoire aussi dans la composition des conseils municipaux, c'est-à-dire les adjoints doivent être, les femmes doivent être représentants. Aujourd'hui, non. Je pense que les femmes sont très, très, très émancipées aujourd'hui en Polynésie. D'ailleurs, je tiens à saluer toutes les femmes qui occupent des fonctions de chef d'entreprise, de commandant de bord. Et d'ailleurs, c'est toujours ma petite fierté de savoir que ce sont des femmes. J'ai plus confiance aux femmes qui sont à l'intérieur du cockpit, par principe, parce que j'ai la phobie des avions. J'aime bien savoir, il y a les filles devant, c'est bon, on va bien voler. Même dans le monde culturel, avant les pasteurs, je parle en tant que protestante, j'ai grandi dans cette religion-là. Avant, la fonction de pasteur était réservée qu'aux hommes. Aujourd'hui, on trouve même en Polynésie des femmes qui sont devenues pasteurs aujourd'hui. Je dis non, c'était difficile peut-être par le passé, mais aujourd'hui, non, le sujet n'est plus là. Ce n'est plus le sujet. TVT, comment une femme évolue dans le domaine de la justice qui est parfois confrontée à beaucoup de violence? Question très intéressante. Effectivement, c'est vrai que, enfin, à mon sens, personnellement, c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible. Après, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec mes confrères à ce sujet, donc je peux pas parler pour eux. Mais c'est vrai que moi, lorsque je suis désignée, par exemple, pour des dossiers devant la cour d'assises, donc ce sont des crimes qui sont commis, que ce soit un homicide involontaire ou volontaire, c'est sûr que c'est difficile de devoir défendre l'accusé et de se dire, bon, voilà, il faut mettre sa conscience de côté, tu es là pour faire ton boulot. Mais à côté de ça, quand tu sais que c'est des fois, par exemple, des viols incestueux, que c'est une petite fille de 8 ans qui a été violée, là, c'est vrai que moi, ma première audience, j'en avais les larmes aux yeux et je suis même sortie parce que je sentais que j'étais pas bien du tout. Mais voilà, t'as pas le choix, tu es obligé de faire ton travail. On a la possibilité de refuser des dossiers comme ça, mais bon, voilà, la justice, il faut prendre tous les aspects en compte quand on fait ce métier. Il y a forcément une partie où c'est beaucoup plus sympa, on se dit voilà, on est là, on défend les victimes, et des fois on se retrouve de l'autre côté de la barre et là c'est les accusés ou alors les prévenus, et ça, moi en tout cas personnellement, ça m'affecte toujours autant aujourd'hui, même après 3 ans de barreau. Voilà. On va vraiment dans le cliché pour cette question. On dit que les femmes sont plus sensibles, plus compréhensives. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça permet d'évoluer positivement dans ton domaine? Oui, parce que on a cette, je sais pas, en tant que femme, on a cette sensibilité qui est beaucoup plus accrue que les hommes, je pense. Après, voilà, comme je disais, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec d'autres confrères parce que je pense que les hommes aussi peuvent avoir une sensibilité peut-être différente de la nôtre. Mais voilà, pour faire ce métier, il faut avoir vraiment faut avoir les épaules larges aussi. Et de l'empathie, et puis se dire que voilà, on sera de toute façon confronté un jour ou l'autre à ce type de cas. Barbara, est-ce que toi aussi tu as rencontré des défis en tant que femme dans un domaine qui est traditionnellement masculin? Alors des défis, oui, bien sûr, on a toujours des défis tous les jours, le travail est un défi. Alors particulièrement parce que je suis une femme et que c'est un milieu masculin, pas forcément. Je pense que comme disait Lana tout à l'heure, je suis quand même arrivée dans une époque où les autres femmes ont essuyé déjà beaucoup ces différences, et aujourd'hui on est quand même assez sereine, même dans mon métier où c'est quand même très masculin. Le travail a déjà été mâché, l'insertion a déjà été travaillée il y a longtemps. Et j'ai jamais eu de grosses difficultés par rapport à ça, en tout cas. Tu as eu des accrochages peut-être avec des hommes qui estimaient que la femme n'a pas le droit d'être pilote? Mais écoute, non, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été bien accueillie. Bon, après, je pense que quand on fait ce genre de métier, on a un caractère qui va aussi avec. On n'est pas... on s'adapte aussi, on est dans un métier masculin, donc on essaie aussi de se fondre un petit peu dans le décor, j'ai envie de dire.
Donc non, j'ai jamais eu d'accrochage, ça se passe toujours bien et je suis très contente de travailler dans un milieu d'hommes, ça me convient complètement. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à des jeunes filles qui aimeraient suivre ton parcours? Alors des conseils aux jeunes filles évidemment, mais aussi à tout le monde, hein, parce que comme je disais, c'est pas particulièrement, je suis pas particulièrement fière parce que je suis une femme de faire ça, mais parce que c'est quelque chose qui me plaît, l'aviation, être pilote de ligne me plaît en tant que personne et pas uniquement en tant que femme. Mais le conseil que je pourrais donner à n'importe qui aurait envie de faire ça, c'est de la persévérance, de l'investissement évidemment, et puis du sérieux. Il faut quand même, comme disait Lana, on a quand même la responsabilité de presque 300 passagers sur chaque vol. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de sérieux, et puis de la motivation évidemment. Heyoura, pour toi, comment les entreprises en Polynésie française peuvent promouvoir l'égalité des sexes et soutenir la participation des femmes à tous les niveaux de la hiérarchie? Wow, ça c'est une question. Déjà, ce qui est intéressant, c'est depuis 2022, on a autant de femmes que d'hommes chefs d'entreprise. Alors qu'avant, le ratio, c'était 2 hommes pour une femme. Donc là, on voit comme l'intérêt de devenir son propre patron ou en tout cas d'être entrepreneur qui est présent chez nous. Et c'est assez récent finalement, en tant que femme, de pouvoir voilà, avoir cette parité-là moitié-moitié. Moi, j'ai pas forcément, comment dire, de conseils à donner aux personnes. Ce qui est certain, c'est que moi, déjà, sans le faire exprès, dans mon entreprise, il y a autant de femmes que d'hommes. J'ai toujours eu des directrices générales femmes. Et c'est pas parce que je genre pas, en fait. Pour moi, c'était vraiment la compétence qui primait. Et aujourd'hui, en fait, il y a énormément, et d'ailleurs, on le voit aussi dans les chiffres, il y a énormément, il y a plus de femmes qui sont diplômées, et il y a encore plus de compétences aussi qu'on peut demander, qu'on peut attendre aussi des personnes, qu'on soit homme ou femme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce milieu-là, qui a priori en plus est un milieu plus masculin, j'ai pas non plus eu besoin forcément de me faire une place plus que ça, même si dans le milieu de l'innovation et de la tech, c'est aussi énormément d'hommes. En tant qu'ancienne présidente de la French Tech, une chose par contre qui a été mise en place depuis 2-3 ans, c'est les questions de parité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on crée des événements pour parler concrètement de quoi faire pour mettre en place de la parité au sein des entreprises? Comment est-ce que ça doit se traduire même au niveau salarial? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui ont toujours émergé de cet écosystème innovant. Et moi, je pense que j'appartiens à cet écosystème-là parce que ces questions de parité, finalement, il n'y a jamais eu de genre, en fait. C'est-à-dire, si tu es innovant, si tu as envie de bosser, si tu as envie de cravacher, peu importe ton genre, tu y vas, quoi. Donc, voilà ce que je pourrais te répondre. Est-ce que créer soi-même une entreprise pour une femme, hein, c'est une manière de s'émanciper de ce système qui est souvent patriarcal? S'émanciper, moi je dirais plus que, encore une fois, tout à l'heure je parlais de modèle ou de rôle modèle et je trouve qu'en fait, je suis vraiment fière de voir qu'il y ait autant de Polynésiens en fait entrepreneurs aujourd'hui parce que moi j'interviens souvent dans les lycées, je suis souvent appelée dans les lycées, les collèges, même des fois les écoles primaires ou maternelles, ça m'est déjà arrivé et je trouve que c'est important en fait d'avoir au moins un parcours de dire en fait je suis née ici comme vous, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Après à un moment donné tu pars parce que il y a pas de master, il y a pas de doctorat parfois. Et en fait, c'est juste de dire, voici ce qui peut t'amener à aujourd'hui être chef d'entreprise. Donc, l'émancipation, en fait, c'est pour moi, comme on disait toutes là, il y a des femmes avant nous, en fait, qui ont essuyé les plâtres pour nous. Vraiment, il faut les remercier pour ça. En fait, je pense qu'au-delà de l'émancipation, il faut se souvenir que d'autres ont fait ce combat pour nous et de continuer, en fait, parce que c'est jamais fini finalement. Il faut rien lâcher alors. Jamais. Lana, est-ce qu'il y a des programmes gouvernementaux qui visent à renforcer le leadership des femmes? Tout à fait. Il y a beaucoup, hein. Et tous les jours, c'est toujours un nouveau défi qui se met en nous. Par exemple, moi, je suis très, comment dire, très sensible. Et je profite de l'occasion puisque nous avons une avocate là sur le sujet des violences intrafamiliaux, des violences faites aux enfants. Et Dieu sait, moi en tant que parlementaire, j'ai des frissons dans le dos parfois parce que je suis quand même assez triste de voir à toutes les sessions d'assises, surtout ici en Polynésie, dans un pays où je suis né, où on se dit très chrétien, de voir autant d'affaires d'inceste ou de violences intrafamiliales. C'est un peu une de mes grandes causes pour lesquelles je me lèverai tous les matins parce que je suis contre et j'aimerais qu'un jour
ne plus trouver tous ces problèmes-là, surtout ici au Fénois. Je ne parle pas de ce qui se passe en métropole, mais voilà un mal qui pollue, et qui pollue notre beau Fénois. Comment est-ce qu'on peut encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études ou à s'engager dans la vie politique? Oh ben, dans la vie politique, on n'a pas forcément besoin de pousser à des études, une licence, un master. Je ne vais pas aller chercher l'exemple très loin, je vais parler de moi puisque c'est moi l'invité aujourd'hui. Je suis titulaire d'un simple bac technique, tout simplement. Mais il faut, pour les études, oui, c'est notre bataille en tant que maman tous les matins à pousser nos enfants parce que c'est quand même la clé d'une première porte qu'on peut ouvrir pour le reste de leur... Bien sûr qu'il faut faire des études, mais dans la politique proprement dit, non, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, surtout quand on est femme, il faut avoir beaucoup de volonté, beaucoup de caractère, ça, il en faut, et ça dépend aussi des strates où nous sommes. Être élu municipal aujourd'hui en Polynésie n'est pas la même chose qu'être élu à l'Assemblée de Polynésie ou être parlementaire aujourd'hui. Ça demande quand même un minimum et beaucoup de courage. Parce que la différence entre entre guillemets, je dirais, le métier que nous avons, c'est un métier aussi, parce qu'on se lève tous les jours aussi, et par rapport aux autres, nous sommes contraints à la vie publique. Nous sommes regardés, mais scrutés, mais à chaque fois, le moindre geste, le moindre mot qu'on puisse prononcer, même notre vie privée, nous sommes assujettis à une déclaration de nos patrimoines, des revenus que nous avons, contrairement à d'autres métiers qu'il y a ici. Voilà, tout le monde sait qu'est-ce qu'on fait, où on est, quelle couleur, la robe de ce jour. Voilà, le moindre geste, le moindre fait. C'est pour ça que je dis, il faut beaucoup de courage et de persévérance. Et au final, une dernière question, qu'est-ce que représente cette journée internationale des droits de la femme? Je vais commencer par toi, TVIT. Cette journée, c'est vrai que dans mon métier, voilà, on devrait mettre la femme en avant plus, enfin, tous les jours, plus souvent. C'est vrai que, par exemple, le barreau de Papeete vient se féminiser, donc ce qui est très bien. C'était un métier d'homme. Comme on l'a dit, pareil, ça a été un dur combat pour que les femmes puissent prêter serment, puissent exercer ce beau métier qui est le métier d'avocat. Et du coup, aujourd'hui, voilà, pour cette journée spéciale, pour moi, il ne devrait pas y avoir 2 journées spéciales. Ça devrait être toute l'année. Ouais. Pour toi, Barbara? Pour moi, je pense qu'au-delà de tout ça, donc de célébrer la femme dans son ensemble, la femme qui travaille pas, la maman, l'épouse, la grand-mère, au-delà de ça, oui, en effet, tous les jours, on devrait célébrer la femme. Et je pense que c'est surtout une journée pour remercier, comme tu disais tout à l'heure, pour remercier nos pionnières qui se sont battues pour qu'on en arrive là, pour la libération de la femme et puis les droits de la femme, évidemment, qui sont importants. Il faut quand même se rappeler qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas le droit de voter, on n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Donc, je pense que c'est pour célébrer ces femmes-là qui se sont battues pour nous, pour qu'on ait cette qualité de vie aujourd'hui. Et Yura, tu penses un petit peu la même chose, je suppose? Oui, et puis on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque. Quand on travaillait, ça allait dans la poche des compagnons à l'époque. C'est toujours, on sait qu'il y a cette journée-là qui revient tous les ans, mais je pense aussi aux hommes, en fait, parce que mine de rien, on parle de nous, on est entre femmes et c'est normal, mais je tiens aussi à souligner qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ce combat-là aussi en eux, qui aussi nous permettent, nous aussi, femmes, de parfois, quand on est avec un compagnon, évidemment, c'est aussi un soutien. Et je trouve, moi, j'adore ma génération, en tout cas, c'est une génération où mes copains sont des super papas. Je dis pas que mon papa était pas un super papa, mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit qu'il y a quand même une différence, quoi, quand même. Hein. Moi, je le vois avec mes oncles. Il y a une différence. Donc, il y a aussi cet aspect-là de l'évolution aussi masculine, en fait, pour moi. Pas que juste une émancipation féminine. C'est comment est-ce que à cette émancipation féminine, en face, il y a une réponse masculine. Et c'est ça que je trouve qu'il faut continuer en fait à garder en tête. Et, parce que on a encore besoin de vous, messieurs. Donc on remercie. Oui, quand même. On remercie donc tous ces hommes qui se battent aussi, pour les droits de la bien femme. sûr. Et pour toi, Lana, que représente cette journée? Je pense que la journée de la femme, très bien, il faut que dans nos calendriers, que ça puisse perdurer dans le temps.
je pense que c'est une opportunité qui est donnée à des associations de femmes, des groupements de femmes, de pouvoir se retrouver quelque part, d'échanger sur des sujets ou des problèmes. Et c'est là où je vais rebondir. C'est à travers aussi de ces partages d'expériences pendant ces journées-là qu'on a pu détecter, et je vais rebondir sur ce que mes collègues ont dit, la sensibilité féminine. La sensibilité féminine, en tous les cas, dans la politique, est très, très, très importante. Parce que, par exemple, un sujet, et un petit clin d'œil pour nos hommes, on a toujours reconnu le congé de maternité. Aujourd'hui, le congé de paternité est aussi reconnu. Aujourd'hui, c'est grâce aussi à des femmes aussi, le travail qui a été mené aussi parce qu'on s'est rendu compte, c'est vrai que c'est la maman qui accouche, qui endure la grossesse pendant 9 mois et qui va aller là où les hommes ne peuvent pas aller. Mais après tout, voilà, c'est un travail à deux aussi aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avec nos grands et arrière-grands-parents il y a 40 ans, 50 ans. Les travaux ménagers, le bébé, l'enfant, c'était la tâche réservée à la maman, tout simplement. Donc non, au final, aujourd'hui, on se permet de dire, en tout cas ma génération, moi j'ai 54 ans, avec 3 enfants et un petit garçon, je dis à mes garçons, non, vous l'avez fait à 2 là, le petit là, c'est pas une seule qui a fait. Donc vous assumez tous les deux. Ah vous assumez tous les deux. Vous voyez aussi l'évolution sociétale qu'il y a aujourd'hui. Non, très bien, il faut garder la journée, la date du 8 mars inscrite dans nos calendriers. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes pour vos réponses. Et puis, on souhaite une très bonne journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes. Merci à tous à tous et à toutes d'avoir suivi notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. En attendant, passez une bonne soirée. Trahoma Pariane.